c'est Charlie. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo spéciale lecture parce que on arrive un peu dans la période estivale, la période des vacances, et généralement c'est là où les personnes en profitent pour lire un peu plus, puisque vacances c'est égal aussi un peu repos normalement, et donc t'as un peu plus le temps de lire. Alors que c'est vrai que le reste de l'année, bon il se passe plein de trucs et tout, t'as jamais le time. Donc du coup j'ai voulu vous présenter mes dernières lectures sur 6 mois. Je vous présenterai pas tout en réalité, mais si vous voulez les suivre mois par mois, faudra me suivre sur Twitch, parce qu'en fait tous les mois je vous fais un peu mes petites recos, tu vois, je vous dis tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, et je vous partage vraiment les trucs que j'ai adorés. Et puis on en profite aussi pour faire nos petits objectifs du mois. Enfin c'est pas mal en vrai, enfin j'adore ce rendez-vous sur Twitch. Là je vais vous parler d'une relecture. Alors je vais pas sortir toute la saga, mais en vrai c'est toute la saga qui va y passer. Je me refais les Merci Thompson, donc je me refais un tome par mois. Il y en a 12 qui sont sortis actuellement en français, en tout cas au moment où je tourne. Donc du coup ça fait un par mois, sachant que le 12e je ne l'ai pas encore lu. Et j'ai grave hâte en vrai. Mais ouais, du coup je m'en refais un par mois, c'est un peu... Enfin ça fait partie de mes sagas préférées, Merci Thompson, si vous n'êtes pas encore au courant. Je dois tellement à cette série, enfin vraiment c'est... Quand on me dit... Si on me posait la question je pense de... Quelle saga tu voudrais emporter sur une île déserte, je prendrais sans doute celle-là, pour la simple et bonne raison que bah elle est longue et elle est vraiment très très bien. Tous les tomes ne se valent pas, mais en même temps quand il y en a 12 c'est forcément obligatoire qu'il y en ait certains que t'apprécies moins, mais ça reste une tuerie aujourd'hui encore, et je l'aime de tout mon cœur. Voilà pour la relecture. Je vais vous parler aussi d'une lecture que j'ai fait en numérique. J'ai lu le tome 1 et 2, il reste le tome 3. Je sais pas pourquoi je traîne pour le lire, le 3. C'est Campus Driver, que j'ai beaucoup aimé, c'est de la romance qui se passe aux États-Unis dans une université. Je peux pas vous dire laquelle. Ça se lit très très bien, c'est assez addictif, il y a de l'humour. Le seul point négatif c'est qu'il y a zéro description. Alors si vous voulez la description des personnages, elle est très sommaire, et la description des lieux vous oubliez, il y a zéro description. Mais vraiment à un point où je me suis dit genre waouh, moi je trouvais déjà que il y a 2 ans je faisais pas assez de description, mais à côté de ce bouquin, voilà frère, j'étais la meilleure des descripteuses. J'étais la meilleure personne pour décrire les lieux, les trucs comme ça, parce qu'il y a zéro description. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait des fois tu sais tu te focuses sur des soucis dans ton écriture, finalement tu vois les autres et tu te dis peut-être pas besoin de me prendre la tête comme ça. Mais bon, moi c'est vrai que j'ai à cœur quand même de toujours m'améliorer, et moi ça m'a freiné, enfin ça m'a pas freiné en vrai, parce que l'écriture est assez addictive pour que tu passes à côté et que tu combles le vide en fait dans ton esprit. Mais c'est vrai que ça m'a quand même un petit peu manqué, tu vois. Au bout d'un moment j'étais là genre mais je sais même pas à quoi ils ressemblent leur université. Genre Campus Driver c'est une romance en fait où tu suis une bande de potes, ils sont 4, mais il n'y a que 3 romans. D'ailleurs j'ai pas compris, tant qu'à faire autant en faire 4, mais bon. Le 4ème trouve une nana dans le tome 2. Et en gros ce sont des accros de belles voitures, ils sont à l'université pour payer en gros leurs études. Ils ont mis en place une application de taxi un peu spécialement pour l'université, donc qui s'appelle Campus Driver. Et donc ils ont ce service là, et ils vont rencontrer par différents biais des jolies nanas qui ont plutôt leur caractère, et donc ça va être les histoires d'amour en fait de chacun des personnages masculins avec le point de... Enfin, avec la nana. Je crois que on est sur une alternance de points de vue, mais je vous avoue je l'ai lu en début d'année, je me souviens déjà plus trop, mais je sais que j'avais passé un super moment. Ensuite bah, je vais peut-être vous faire par les plus anciens que j'ai lus, et remonter jusqu'au dernier que j'ai lu et que j'ai terminé hier. Si vous avez vu ma vidéo, je vous fais mes cadeaux de Noël, vous savez que j'ai galéré pour trouver l'édition collector du Royaume Assassiné, parce qu'en gros c'était une édition donc limitée, hardback, sauf qu'elle était au prix d'une classique reliée, et j'en ai chié ma race pour le trouver, et c'est Anna qui me l'a trouvé. Je vous souhaite d'avoir une meilleure amie aussi bien que la mienne. Et donc je l'ai lu, et je vais pas vous mentir, on est pas sur un coup de cœur. En fait j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans ce livre, mais genre vraiment beaucoup. En gros c'est une réécriture de La Petite Sirène,
Et c'est la petite sirène un peu plus hard, hein, c'est-à-dire que les sirènes elles sont, enfin c'est des êtres sanguinaires, clairement. Et Lyra, je crois, oui c'est ça. Et Lyra, donc c'est la petite sirène. Donc sa mère pourrait ressembler à Ursula en gros. Sa mère c'est vraiment le monstre. C'est la reine des océans. Et elle a détruit moralement sa gosse pour que sa gosse devienne vraiment un monstre, voilà, un être sans cœur. Sauf que il va se passer quelque chose qui va amener la petite sirène du coup à devoir se transformer et à devenir une humaine muette. Et tout ça pour attirer à elle le prince qui s'appelle Elian. Eliane, ça fait un peu plus classe, on va dire Eliane. Et donc Eliane c'est un peu un prince qui en gros ne veut pas être prince et donc du coup dès qu'il peut il part en mer et avec son vaisseau et enfin son navire et avec son équipage et il sillonne les mers pour tuer des sirènes, pas des sorcières, des sirènes. Et donc il la repêche Lyra alors qu'elle vient juste de devenir humaine en fait. Et ça va être cette histoire, c'est une histoire d'amour sans être une histoire d'amour puisqu'il y a vraiment derrière, ils recherchent chacun un truc très précis. Lui pour tuer la reine des sirènes et elle pour l'empêcher de tuer sa mère. Et donc c'est cette histoire à tous les deux. Et j'ai trouvé ça, en fait la moitié du livre j'étais là genre, me fait un peu chier quoi. Ça se lit tranquille mais on est clairement pas sur un truc foufou. Je vais pas vous mentir, j'étais là genre ouais. Et à un moment je me suis vraiment mis dedans, je me suis dit bon allez on va essayer de... J'ai 1 heure à tuer là avant de lancer un live. Je vais lire un petit peu. Et là j'ai enfin réussi à plonger dedans. Arriver vers la moitié du livre quand même hein. Et là c'était cool, vraiment tout s'est enchaîné, il y a eu beaucoup plus d'action. Et là ça y est, une fois que je trouvais que c'était long à mettre en place. Il y avait des petits trucs mais tranquille. Et c'est vraiment vers la fin où ça y est, ça bombarde et ça devient cool. Donc sympathique, mais on est loin du coup de cœur. Ensuite, vraiment parce que je trouve que Campus Driver, j'ai vraiment adoré. Je sais pas si je dirais que c'est un coup de cœur maintenant avec le recul, mais c'est un bouquin vraiment qui a été hyper addictif et qui m'a fait du bien, voilà, de le lire, j'ai adoré. Et voilà, je pense que si vous suivez un peu Booktube, etc., Bookstagram, le BookTok, vous avez pas pu passer à côté du tome 2 du Prince Cruel qui est le roi maléfique. Et clairement, lui, je suis allée le chercher genre jour 1 de la sortie, je crois, ou jour 2. Non, je l'ai regardé plus tard, je sais plus. Bref, je suis allée le chercher et je me souviens parce que c'était ma semaine de vacances d'écriture. En gros j'ai beaucoup bossé mais j'ai pas écrit, j'ai pas corrigé, j'ai pas fait de maquette. Et on était mardi et je l'ai commencé genre en vrai je l'ai commencé dans l'après-midi. Je l'ai terminé genre à 18-19 heures. C'était tellement bien. C'était trop cool, j'ai adoré. Si vous connaissez pas le Prince Cruel, il a beaucoup tourné quand même. Mais en gros on suit Jude qui est une humaine et dans le premier tome elle a toujours vécu dans le monde des fées. Les fées F-A-E, hein, pas les fées genre Peter Pan. Mais du coup ce sont des créatures immortelles qui ressentent des émotions mais différemment des humains, qui sont très malicieux et surtout qui sont racistes hein, par rapport aux humains, on va pas se mentir. Et donc Jude a toujours vécu en sachant qu'elle était inférieure à eux, hein, puisque c'est ce qui lui rappelle sans cesse. Et elle refuse quand même de se laisser faire, sachant qu'elle a été emmenée dans ce monde de force par son beau-père, qui est le père en gros de sa sœur aînée, qui a assassiné ses parents tout simplement, voilà. Et donc en fait elle a appris très jeune à se battre, elle a appris, son beau-père est un seigneur de guerre, et donc elle a appris très jeune à se battre et elle se laisse pas faire alors qu'elle est humaine et qu'elle normalement elle devrait un peu s'écraser. Ce n'est pas ce qu'elle fait et donc elle se met à dos, alors je sais, j'ai peur de mal le prononcer parce que c'est Cardan en français, c'est Cardan en anglais. Et en gros, c'est un des princes du roi actuel. Et donc dans le tome 1, ce roi est fatigué d'être sur le trône et il va
bientôt désigner son nouveau successeur. Et donc elle se retrouve en fait mêlée à des jeux de pouvoir, des jeux de cours, etc. Et ça c'est le tome 2, hein, parce que du coup je vous ai résumé le tome 1. Mais le tome 2 du coup c'est après un gros cliffhanger et c'était cool. C'était vraiment très très cool. Et la fin, pareil, la fin, ça va être long parce que je crois qu'il sort le... Enfin, à la base, le premier tome devait sortir en avril 2020. Il a été repoussé à septembre parce que Covid. Et ce tome 2 est sorti en avril. Mais en gros, si on suit la suite logique, normalement le premier tome devant sortir en avril. Je pense que le tome 3 va sortir en avril. J'ai pas regardé, je sais pas s'ils ont annoncé. Mais ça va être long. Voilà. J'ai tellement envie de savoir la suite. Et c'est là où franchement je suis deg de pas... d'être une brêle en anglais. Et de pas... Enfin, le bouquin est tellement bien que j'ai pas envie de le lire en anglais et de pas tout comprendre, etc. Pareil, en fait, j'avais commencé un livre en anglais, je suis à la moitié, et en fait, le livre est trop bien, et comme je comprends pas tout, ça me frustre. Parce que je suis là en mode, mais putain, mais je sens qu'il est bien. Enfin, à un moment, j'avais vraiment envie de lire plus, même en anglais, parce que le livre était bien, j'étais là, genre, je fais plein de trucs et tout, et moi, ça me frustre. Donc du coup, c'est pas grave, en bonne française que je suis, en bonne brêle en anglais, j'attends la suite en français. Voilà, voilà, j'ai clairement les boules. On va passer ensuite à un livre que vous avez sans doute vu passer si vous me suivez sur Instagram et TikTok, qui est Crescent City de Sarah J. Maas. C'est vrai, je vous précise jamais les éditions et tout, mais du coup, avant c'était Holly Black chez Rageo et avant c'était Alexandra Christo, ouais, Alexandra Christo de chez De Saxus. Et donc là, c'est du Sarah J. Maas chez De Saxus. Pour ne rien vous cacher, je l'ai en double. Hein. Voilà, parce que Cultura en fait ils m'ont fait payer 5 € moins cher et j'avais peur de devoir, enfin qu'ils m'annulent ma commande ou quoi au caisse, donc je les vais recommander sur la Fnac. La meuf elle est un peu tarée. Mais bref, du coup je suis contente parce que, enfin, j'ai pas forcément apprécié ce tome 1, je vais pas vous mentir. C'est un peu chaud en vrai de vous résumer Crescent City parce que c'est un univers hyper bien travaillé. Vraiment, si le point fort de ce livre c'est son univers. Il y a une putain d'histoire, il y a beaucoup de choses et vraiment tu sens que l'univers a été bossé à fond. C'est vraiment le point principal et c'est ce que j'ai adoré vraiment dans ce bouquin. Le reste, j'ai pas aimé en fait. En gros, vous suivez Bryce. Bryce, c'est une demi-fée, c'est-à-dire qu'elle est, sa mère est humaine et son père est un noble fée. Et du coup, en fait, elle est entourée de créatures puisque elle habite Crescent City, qui est une ville avec des tas de créatures. Vraiment, il y a vraiment un gros bestiaire. Et les humains sont un peu exploités, hein, pour dire ça clairement, ils sont exploités. Et elle en fait elle vit sa petite life, elle est, c'est un peu le genre de fêtard de YOLO on n'a qu'une vie tu vois. Un peu dans l'idée. Et donc sa meilleure amie qui... Comment elle s'appelle sa meilleure amie? Et ben je sais pas, ce n'est pas noté. Bref, sa meilleure amie en gros c'est une louve-garou et c'est une des plus puissantes louve-garou qui n'ait jamais existé, c'est vraiment une putain de nana. Et elle gravite en fait avec des personnes qui sont quand même plutôt célèbres jusqu'à ce que en fait sa meilleure amie se fasse sauvagement assassiner et que Bryce ne s'en remette pas parce que c'était sa colocataire, c'était sa meilleure amie, c'était vraiment une personne extrêmement importante pour elle. Et elle s'en remet pas et 2 ans plus tard en fait elle est toujours à moitié en dépression de ne pas avoir réussi à s'en remettre. Elle est obligée de faire équipe avec un ange qui s'appelle Hunt. Qui doit réouvrir l'enquête de sa meilleure amie puisqu'il y a des nouveaux éléments et surtout il y a des pouvoirs qui sont mis en œuvre, il y a des jeux de pouvoir et donc eux doivent impérativement trouver ce qui se passe dans Crescent City parce que ça commence à tourner au vinaigre. À savoir que Hunt c'est un ange mais c'est un ange déchu. On peut l'appeler comme ça. Donc c'est cette histoire de Hunt et Bryce ensemble qui vont creuser les vilains secrets de Crescent City qui est cette ville un peu glauque, un peu malsaine et avec des gens qui l'adorent en gros. Et c'est vraiment j'ai essayé de vous résumer au plus court. Mais bon vous voyez le bébé. Il fait 950 pages. Et ça en gros ce que je vous ai résumé ça met 100 pages. Sauf qu'au début on ne vous explique rien. Mais vraiment rien. Donc au début tu commences et t'es là genre je ne bite que
dalle, vraiment je ne comprends rien. À partir de la centième page, vous avez peut-être passé à peu près le meurtre de la meilleure amie de Bryce, mais vous avez pas fait beaucoup plus que ça. Sachant que tout ça c'est quand même décrit dans le résumé, hein. Donc c'est à dire que tu lis 100 pages d'un univers que tu ne comprends pas, qu'on ne t'explique pas vraiment, tu lis plus en détail ce qu'on te dit le résumé. C'est très vulgaire. Je suis quelqu'un de vulgaire, c'est des choses qu'on m'a reproché d'ailleurs sur YouTube, d'être vulgaire. Mais écoutez, je suis comme ça et de manière générale, ça m'arrive de mettre des insultes dans mes romans, par exemple, quand je les écris, pour appuyer un fait ou pour faire quelque chose. Le truc, c'est que la vulgarité, elle est pas seulement dans le dialogue, elle est aussi dans les descriptions, puisqu'on est du point de vue externe, mais on passe de plein de personnages différents. Avec surtout une prédominance avec Hunt et Bryce, puisque ce sont les personnages principaux. Et c'était trop vulgaire. Vraiment, même moi, j'étais là genre, mais... C'est vraiment le premier point négatif, mais si seulement il n'y avait que ça. Ah là 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 là. Déjà parlons de Bryce, qui est donc le personnage principal féminin. Je ne l'ai pas du tout aimée. Je trouve qu'elle est pas bien écrite. Tu passes en fait une nana fêtarde et soi-disant au cours du bouquin t'es censé te rendre compte qu'elle est pas si fêtarde que ça, qu'elle est pas si conne, elle est pas si immature que ça, sauf que je trouve que c'est pas bien amené. Donc en fait t'y crois pas vraiment à ce retournement de situation là. Hunt était mieux, je trouve le mieux écrit, sauf que le souci c'est que leur romance, je trouve qu'elle ne fonctionne pas. Au début même elle peut mal saquer lui, donc vraiment elle est plus en mode enfin j'ai pas envie de bosser avec toi, etc. Et en romance classique, si vous voulez, quand deux personnages ne s'aiment pas mais que tu sais qu'ils vont finir ensemble, ce que tu commences à dire pour commencer et amener la romance, c'est de dire que physiquement ils se plaisent. Donc généralement tu dis que c'est un gros con mais qu'il est beau. Et vraiment dans les romances contempo, c'est mis cet accent là sur le côté, il est beau, j'ai chaud quand je le regarde, mais je peux pas le saquer parce que c'est un enfoiré. C'est pas du tout le cas en fait au début, ils peuvent juste pas se saquer, elle fait allusion à sa beauté et lui inversement un petit peu, mais tu ressens pas du désir l'un pour l'autre. Et à un moment ils vont commencer à se rapprocher, mais j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. En fait je trouve que leur romance ne fonctionne pas. Mais vraiment, je peux pas trop vous spoil tu vois, mais ça ne marche pas. En gros, quand tu commences à arriver à la fin, tu vas avoir un enchaînement de révélations. Et en gros le truc c'est que ce sont des révélations sur les personnages, des choses que tu n'étais pas au courant et que les personnages principaux te cachent. C'est une ficelle, sauf que c'est une ficelle que tu ne peux utiliser qu'une seule fois, parce qu'une fois que le personnage principal que tu suis te trahit, puisqu'il te cache quelque chose, alors que clairement au cours du bouquin il y avait plein de moments où il aurait pu te dire qu'il était comme ça, s'il te cache ces éléments là, après toi tu t'attends à ce que du coup ils te trahissent. Et donc quand t'as le deuxième personnage principal qui te cache un élément méga important et que tu fais ah il m'a encore trahi, en fait si vous voulez cette ficelle de je suis un personnage principal et je cache des choses au lecteur, ça marche beaucoup en policier parce que c'est souvent le climax en fait, c'est quand t'arrives à la fin sur la révélation du tueur, et c'est comme ça souvent que par exemple, je vous spoil mais c'est un vieux jeu, c'est Every Rain, tu suis plusieurs personnages dont l'un des personnages en fait est le tueur et tu ne l'apprends qu'à la fin et ça marche parce que ça arrive à la fin du livre, à la fin du jeu vidéo pour le coup, et que ça clôture en fait, t'es là genre Wouah. Le souci c'est que là en fait le personnage qui te cache un élément essentiel de son histoire, bah le truc c'est que tu te dis ouais si ce personnage là m'a menti sur ça ou il m'a caché cet élément là, bah il peut le refaire, et c'est ce qui se passe en fait, d'autres personnages vous cachent des choses importantes, ce qui fait qu'en fait moi les éléments de waouh, une fois que je me suis rendu compte que les personnages ne me disaient pas tout, et comme ça on dirait que je suis schizo mais ouais c'est un peu ça, les personnages en tant que lecteur on leur fait confiance un peu aveuglément, on croit ce qu'ils nous disent. À partir du moment où le personnage principal me trahit en me disant en ne me montrant pas tout, bah le reste ne m'a pas paru waouh parce que je m'y attendais en fait à ce qu'il m'ait caché autre chose, et c'est ce qui arrive en fait dans ce roman. Il y a vraiment des moments où j'ai adoré le livre, j'ai adoré le lire, et il y a des moments où je me disais mais c'est putain de long. Et de manière générale il fait 950 pages en français, en anglais sur les éditions il fait 750, mais tu peux retirer facilement dans cette édition là 300 pages.
mais vraiment de manière hyper simple. Parce que du coup t'as toute la partie énigme avec qui a tué la meilleure amie, et après t'as l'enchaînement avec le côté politique, en gros la bataille, etc. Et en gros toute la partie enquête, les enquêtes c'est beaucoup de ce qui se fait en urban fantasy. Typiquement avec Mercy Thompson il y a des enquêtes, sauf que la fin de l'enquête est égale à la fin du bouquin, ce qui te permet d'avoir un livre plutôt moyen, enfin de taille moyenne en tout cas je veux dire. Là d'avoir voulu combiner les deux, et ben ça ne matche pas. Je pense que l'enquête on aurait pu la réduire beaucoup plus rapidement parce que elle prend son temps, en fait l'autrice prend son temps sur expliquer les personnages et tout, ce qu'ils sont, sauf que ça ne marche pas pour moi. Donc en fait la partie sur les personnages on aurait clairement plus la tège pour aller plus vite et ça aurait donné beaucoup plus de peps parce que des fois j'ai vraiment trouvé long, j'étais genre mais putain mais... il me reste tout ça encore à lire, enfin vraiment je me traîne. Et c'est ce que j'ai ressenti avec Crescent City, j'ai reçu beaucoup de ralentissements qui n'étaient pas nécessaires, des personnages qui n'ont pas été bien écrits je trouve. Tout était amené de manière bancale, la romance, les révélations, et ça m'embête un petit peu que tout le monde adule un bouquin qui a en vrai des grosses faiblesses. Pour moi vraiment il a des grosses faiblesses que je n'ai pas du tout ressenties dans un palais d'épines et de ronces. Et donc j'ai terminé Crescent City avec les boules, j'avais les glandes hein, quand même. Et j'ai enchaîné avec Pénombre de Ariel Holtz aux éditions 404 et putain de coup de cœur magnifique. Ben voilà, j'ai terminé Crescent City un vendredi et lui je l'ai lu un samedi soir et il m'a fait ma soirée. Il était court, en vrai quand je l'ai vu, j'étais genre putain mais il est grave court. Et je vous en ai fait aussi un TikTok, un Insta, mais vraiment je vous le conseille si vous voulez débuter en fantasy et que ça vous fait un peu peur. En gros dans Pénombre, vous êtes dans un univers à part qui s'appelle Astravia, qui s'appelle Astravia, et en fait tous les 30 ans il y a une éclipse, et durant cette éclipse, en gros t'es dans l'obscurité la plus totale. Ces ténèbres en plus vous pervertissent, ils pervertissent la nature, ils pervertissent les êtres humains, enfin c'est affolant. Dans le cas où, c'est parce que ça dure 1 minute, dans le cas où durant cette minute vous êtes une femme et que vous accouchez, vos enfants ne naissent pas normaux. On les appelle les éclipsiens du coup, et Liviane fait partie de ces éclipsiens, elle est née durant une de ces éclipses. Et au moment où on la suit dans l'histoire, il reste 8 ans avant la prochaine éclipse, sauf que l'éclipse se lance 8 ans trop tôt, et au lieu de durer 1 minute, elle en dure 3. Elle va devoir retrouver ses anciens camarades de Pénombre. Pénombre c'est l'école où ils ont étudié, école qui a succombé dans les flammes, et de manière un peu bizarre. Et donc ils vont devoir se retrouver, ils vont devoir aller dans les terres maudites où en gros tout est parti à cause d'eux. Et donc c'est des terres qui sont abandonnées, et donc elle va devoir avec ses petits camarades remonter dans cette partie là pour régler le souci des éclipses. Et c'était oufissime, j'ai adoré Liviane, c'était un personnage touchant tu sais, c'était vraiment une espèce de force, mais pas la force badass, tu vois, la force un peu... douce, la force tranquille, tu vois. Liviane c'est un peu la force tranquille. Parce que en gros les éclipsiens naissent avec des pouvoirs, et son pouvoir à Liviane c'est d'entendre les ombres. Donc en fait les ombres lui parlent, et c'est pour ça qu'en fait très souvent les gens ne peuvent pas lui cacher des choses. Elle connaît tout le temps la vérité puisque les ombres des personnes, c'est à dire que toi t'as une ombre, ton ombre parle à Liviane. Une personne très solitaire et un peu triste, et j'ai adoré cette histoire, c'était beau, c'était touchant et c'était tellement original. C'est pour ça que je la conseille autant à des personnes qui veulent débuter en fantasy, qui ont un peu peur, parce que c'était mon premier Ariel Holtz. Il est connu pour avoir fait Les Sœurs Carmine, qui a aussi pas mal tourné sur Booktube, mais j'avais jamais lu Les Sœurs Carmine, même si ça fait partie des bouquins que je veux lire. Je l'avais jamais encore lu. Et du coup c'était mon premier, je savais pas à quoi m'attendre, et je suis passée de ce bouquin où on ne m'explique rien à ce livre où de manière très simple et très rapide et efficace on m'explique tout. C'est allé très vite. En vrai j'aurais peut-être voulu un petit peu plus, mais ça c'est parce que je suis un peu gourmande et que l'univers était tellement bien que j'aurais vraiment voulu rester un peu plus longtemps dedans, mais ça traînait pas, il y avait de l'action tout le temps, il y avait toujours des retournements de situation. La fin, j'avais commencé à pressentir des trucs mais j'avais vraiment pas tout vu, et c'était trop bien pour ça, et c'était trop cool. Et pareil en fait, dans les révélations, elles étaient parfaites parce que
l'auteur du coup nous avait laissé des indices un petit peu pour qu'on comprenne les révélations et qu'elles s'expliquent. Ce qui n'est pas le cas dans Crescent City et ce qui m'a gênée en fait parce que vous pouvez pas amener des révélations de but en blanc sans pouvoir les expliquer avant. Et là en fait la révélation elle est waouh, mais il y avait des indices et c'est ça qui est ouf. Alors que dans Crescent City il y a zéro indice qui t'explique le retournement de situation et c'est ça qui m'avait posé problème aussi dans Crescent City. Alors que là c'est pour ça que tu pressens des choses, tu te dis est-ce que c'est vraiment ça? Et puis en fait c'est ça plus un autre truc qui était là genre waouh. Et c'est trop cool, c'était trop bien et je vous le conseille à 200%, il coûte 16 € et ce sera les 16 € les mieux investis de votre vie. Voilà, à mon humble avis. Merde, je l'ai tapé contre ma bibliothèque. À mon humble avis, c'était vraiment c'était une putain de lecture. On va terminer du coup avec le bouquin que j'ai terminé hier. J'ai beaucoup galéré à le trouver ce roman, sachez-le. C'est le tome 2 de King of Scars, donc le règne des loups. C'est putain je sais pas prononcer, c'est Light Bardugo. En gros c'est l'autrice de Grisha et de Six of Crows, donc c'est édité par Milan et c'est leur catégorie page turner, donc c'est leur catégorie plus pas jeunesse vous savez, mais c'est un peu young adult quoi. Et j'ai galéré déjà à le trouver. Mon Leclerc, mon espace culturel Leclerc et mon Cultura ne les avaient pas. J'étais là genre Grisha est quand même sorti en avril et vous n'avez pas la suite parce que en gros ça reprend des personnages que vous voyez dans Grisha. Oui, dans la série, si vous avez vu que la saison 1, vous voyez Nina et vous voyez Zoya. Mais il y a le dernier personnage qui est Nikolai qui apparaît dans le tome de Grisha. Donc si vous avez suivi que la série, vous n'avez pas encore vu le dernier personnage puisque ce roman-là, en gros, vous suivez 3 personnages. Là, dans le tome 2, vous en suivez un peu plus, vous en suivez 2 autres qui, ma foi, n'étaient pas nécessaires, je trouve. Le tome 1 était particulier. Très particulier, enfin je le trouvais différent de Grisha et Six of Crows. Et ce tome 2, j'ai pas eu de coup de cœur du tout, c'est même l'inverse, j'ai une grosse déception. Et je suis un peu déçue parce que j'avais beaucoup aimé Six of Crows, j'avais adoré Grisha. Ce tome 1 m'avait beaucoup plu et ce tome 2 est une déception. En fait je trouve que cette autrice a un don merveilleux pour créer des univers, mais je trouve que elle a des points faibles. Désolée là, je pense que je vais mettre tout le booktube à dos. Mais je trouve que, notamment dans les morts des personnages, elle est pas très douée. Et j'avais oublié ça dans Grisha. Mais là, en gros, dans ce tome 2, il y a un personnage quand même un peu important qui va mourir. Et c'est tellement soudain. Et en fait, t'as la fin du chapitre, t'es pas sûr qu'il soit mort. Tu enchaînes avec un autre chapitre avec un autre personnage. Et quand tu reprends, en fait, t'as la confirmation qu'il est mort. Mais moi dans ma tête il était pas mort en fait. Et à un moment tu sais ils font l'évocation de tous les autres personnages qui sont morts et qui sont morts dans Grisha. Et j'étais là en mode attends mais il y en a autant qui sont décédés. Mais moi je m'en souvenais pas parce que c'était si peu décrit. Et c'est surtout que je trouve qu'elle... Tu sais enfin moi il y a un personnage un peu secondaire important qui meurt. Mais mon gars j'en parle sur 4 chapitres. Enfin tu sais j'en parle beaucoup. Je fous le seum au lecteur. Et là c'est pas le cas. Elle passe dessus et moi en fait quand il est mort je me suis dit ah merde mais les personnages ils sont dans la merde. Mais j'ai pas ressenti, je vais même pas dire que j'ai versé une larmichette parce que déjà pour me faire pleurer il m'en faut beaucoup. Mais là c'est même pas, j'étais triste, j'étais en mode oh merde. J'étais plus dépitée que triste en fait. Et j'avais oublié mais je trouve que c'est un détail. Pareil il y a d'autres personnages qui meurent dans Grisha et Six of Crows et à chaque fois je me dis genre oh bah c'est con. Mais je me dis jamais genre merde je suis tellement triste. Je sais pas, il y a de l'action, il y a 2 personnages qui se rapprochent, il y a un peu de l'amour et tout. Tu revois en plus des anciens personnages, tu revois Alina et Mal et tu revois Kaz avec Jesper et tu vois Inej passer vite fait. Et en vrai tu vois des anciens persos et j'étais contente de les revoir. Mais j'étais juste contente, je m'attendais à wouh trop bien. Et en vrai j'étais pas trop... La seule partie où vraiment j'ai kiffé ma vie c'est la partie romance, elle est hyper courte parce que c'est pas vraiment du tout le point principal de cette histoire quoi. Mais sinon de manière générale j'étais un peu là genre ouais. J'ai un peu vu les pages passer. Et après là c'est purement sur l'édition. Mais alors Milan a fait un travail de merde, je vous le dis direct. Je fais pas très attention aux fautes d'orthographe quand je lis parce que... mais parce que je lis et que je suis pas non plus une personne très douée en français etc. Enfin... Je suis en mode lecture en fait, je suis pas en mode corrigé. Sauf que
il y a des coquilles, donc il y a des espaces en trop, en moins, il y a des mots qui sautent et il y a des fautes. Et à un moment il y avait se mettre à l'abri, et abri avait un S. Et je me dis, bah abri comme ça au singulier, ça prend pas de S. Et tu vois, j'avais un doute, je regarde sur Google qui me confirme bien que abri au singulier ne prend pas de S. Et c'est des choses comme ça où je me suis dit, mais il manque un S là, il manque un E, enfin... Il manquait vraiment, enfin, il y avait des fautes, voilà, je ne peux pas les appeler autrement que ça, c'était des fautes. Et j'en ai vu, en édition, on a tendance à dire que 3, c'est tolérable, 5, commence à puer du cul, plus ça craint. Et là, entre les coquilles et les fautes, il y en avait bien plus que 5, et je suis désolée, mais c'est pas normal. Pareil, à la fin du bouquin, genre ça là, c'est des pages vides. Ça, habituellement, il y a un peu les trucs à la con, imprimés tel endroit, ce genre de choses, il n'y a pas noté là. Et je voulais un peu laisser, mais je sais pas si vous verrez là. Ça, en fait, c'est un papier qui dépasse. En fait, tu sais, je me disais, c'est bizarre, le bouquin, il a l'air d'être un peu corné. En fait, non, c'est des... Ah, je suis fou. Le livre, il a été mal coupé et le papier est hyper fin. Alors moi, je sais que j'ai l'habitude... Enfin, Amazon il te fait des pages épaisses dans les livres. Là en fait le truc c'est que c'est une bible le papier. C'est à dire que tu vois à travers, si vraiment tu vois à travers. L'encre des fois bave un peu, sachant que vous vous doutez bien je l'ai acheté la semaine dernière. Le truc, je sais pas, foutu de la flotte quoi. L'encre bave parfois, enfin le papier est de méga mauvaise qualité. Et j'ai quand même payé 18,90 € pour avoir des fautes et pour avoir un papier de mauvaise qualité. Et ben je suis désolée, mais moi ça me trouve le cul. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Il m'arrive hein, dans mes romans de laisser des fautes ou des petites coquilles. Et j'ai toujours des gens extrêmement adorables qui me préviennent en fait, pour que je le laisse pas pour les prochains. Mais en fait, enfin je suis en auto-édition, je suis, même si j'ai une correctrice, je suis surtout toute seule à relire encore et encore et encore. Et là, il y a une équipe entière, donc je sais pas de combien sont les équipes chez Milan, mais je me doute qu'ils sont peut-être 3-4 dessus, peut-être, au moins. Traducteur, normalement il y a un correcteur, mais là je me demande s'ils sont pas... Je pense qu'ils ont squeezé l'étape correcteur pour juste laisser le traducteur faire la correction. Je me demande, parce que pour laisser autant de fautes aussi visibles... Et bref, quand tu vends un truc 19 € sur une autrice aussi connue, je trouve ça indécent. Voilà, je vous le dis, je trouve ça indécent. Et c'est honteux en fait, parce que ouais, tu t'es censé payer une équipe qui est là derrière pour passer. Et je trouve ça vraiment pas correct. Voilà, putain je m'étais dit ouais j'ai pas beaucoup de livres, ça va être rapide, mon cul ouais. Mais la prochaine fois je pense que je vous parlerai pas de 7 livres, j'essaierai d'en faire 3-4 du coup, vu que j'avais oublié à quel point j'étais bavarde. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées vraiment si vous devez retenir 2 livres à vous procurer. Le Prince Cruel si vous n'avez pas lu le tome 1 et Pénombre de Ariel Holtz parce que c'était vraiment les meilleures tueries. Puis Campus Driver si vous aimez bien la romance. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu et puis bah, si jamais vous voulez soutenir une autrice française parce que c'est vrai qu'à part Ariel Holtz on n'est que sur des auteurs étrangers, je vais pas vous mentir. Ils sont tous américains je crois en plus. Mais oui, à part Pénombre qui est un auteur français, si vous voulez soutenir une autrice française, vous pouvez toujours aller acheter mes livres qui sont dans la description, disponibles gratuitement avec l'abonnement Kindle Unlimited. Voilà, moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, bonne lecture à vous, ciao ciao.